Donc, comme vous le savez, il est tradition de dire quelques petits mots concernant à la fois la vie de notre association et un petit mot pour accueillir notre hôte lors de nos petits déjeuners. Donc, si vous voulez bien. Donc, Monsieur le Président, Rémi, puisque nous avons décidé de nous appeler ainsi, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravi de vous accueillir donc ce matin pour notre premier petit déjeuner de l'année 2016, au cours duquel nous écouterons notre hôte, M. Rémi Weber, qui est président du directoire de la Banque Postale depuis octobre 2013. Alors j'espère que l'aventure qu'il vit quotidiennement à la tête de son groupe et dont il va nous entretenir dans un instant nous permettra de dissiper la morosité qui nous enveloppe depuis de nombreux mois et qui, je trouve, s'est quelque peu épaissie depuis le début de cette année. Fort recul de la croissance en Chine, taux d'intérêt de plus en plus négatifs qui laissent entrevoir des risques majeurs de déflation alors que les banques centrales déversent des milliards de liquidités, barils de pétrole de moins en moins chers, ce qui contient naturellement des risques géopolitiques insoupçonnés, signes de faillite dans certains secteurs aux États-Unis et pour finir, krach boursier général. Mais nous le savons, hélas, surtout lors des crises financières, le pire n'est jamais certain. Et je ne suis pas sûr qu'un remaniement ministériel change fondamentalement la donne. Donc la Chine vient d'entrer dans l'année du singe. Faut-il y voir un clin d'œil? Car cette année, dans nos métiers, il va falloir être très véloce et particulièrement agile pour arriver à tirer son épingle du jeu. Alors si depuis le début de l'année, la vie politique et économique de la planète ont été riches à tout point de vue, force est de constater que la FTE a de son côté bien tenu le rythme. Alors tout d'abord, je voudrais souligner le travail remarquable qui a été accompli sous la supervision de Xavier Gallet, administrateur de la FTE et directeur juridique finance chez L'Oréal, en étroite collaboration avec Alexandre Akavi, juriste financier chez EDF, et Valérie Voisin de la structure support. En effet, grâce à eux, la FTE a su se mobiliser pour répondre en temps et heure au Call for Evidence lancé par la Commission européenne s'agissant du cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l'Union européenne. Alors avec un taux de réponse remarquable de près de 20%, la FTE a pu en 2 semaines adresser à la Commission européenne un document de 50 pages qui souligne de manière très probante, je pense, les graves effets que les diverses réglementations auxquelles les entreprises sont confrontées ont eu sur leur gestion des risques ou leur financement. Par exemple, donc une plus grande sélectivité de la part des banques dans l'attribution de crédit, une réduction des possibilités de couverture des risques financiers à des coûts raisonnables, de très lourdes contraintes sur la gestion de leur liquidité et une hyperinflation documentaire liée aux demandes croissantes des départements compliance des banques. Donc voilà les quelques points que l'on a mis en avant. Mais si la FTE pointe des griefs, elle met en avant également des axes d'amélioration du processus réglementaire qui, s'ils sont suivis, devraient à l'avenir éviter bien des problèmes d'appréciation et de mise en place. Alors de même, le rôle de la commission juridique emmenée par Alexandre Akavi et Bruno Fischmauris, qui est lui juriste financier chez Orange, a été important pour mieux apprécier la portée du décret concernant les prêts inter-entreprises prévus par la loi Macron. Alors signalons aussi le rôle moteur joué par la FTE pour organiser les 7e rencontres des professionnels des marchés de la dette et du change qui se sont tenues en présence de 450 participants jeudi dernier chez Thomson Reuters. Alors s'agissant des événements inscrits sur l'agenda de l'association, je me permets de vous en rappeler juste 2. Le premier se tiendra le 29 mars. Il s'agit des 2e rencontres de l'EuroPP. Le coup d'envoi de ces travaux sera donné par le ministre des Finances et des Comptes publics, M. Michel Sapin, et le discours de clôture sera prononcé par le sous-gouverneur de la Banque de France, M. Hoffel. Et le 2e événement se tiendra le 4 avril à l'hôtel Georges V, puisqu'une rencontre sera animée par la Société Générale. Cette réunion visera à évaluer la valeur du dollar face aux autres devises émergentes, entre autres. Enfin, je ne peux refermer ce chapitre sans mentionner le fait que la commission normes comptables est désormais animée par Madame Aurélie Roussel, analyste consolidation chez Orange, et M. Johan Clémaron, chargé de mission IFRS chez Vinci. Quant à la délégation régionale Alsace-Lorraine, elle a enfin
à sa tête Madame Catherine Claire, trésorier manager chez Columbia Sportswear, et Madame Catherine Arnett, trésorier du groupe Soprema. Voilà donc quelques mots s'agissant de l'avis de la FTE. J'en viens donc à notre invité de ce matin, M. Rémi Weber, qui, comme je le disais, est président du directoire de la Banque Postale depuis 2013. Alors Rémi, si tu le permets, tu es né à Strasbourg le 18 novembre 1957. Tu effectues un cursus secondaire au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Numa Denis Fustel de Coulanges était un historien français qui est né en 1930 et qui engagea l'historiographie française dans la voie scientifique. Alors, il est précurseur de la sociologie et tout au long de son œuvre historiographique et surtout dans son best-seller qui s'appelle La Cité antique, il insista sur l'importance que revêt la durée et surtout la durée longue. Je suppose donc que compte tenu des changements et évolutions impulsés au sein de ton établissement, cette dimension de temps est absolument fondamentale. Mais manifestement, le soleil te manque. Et donc tu décides de poursuivre tes études universitaires dans le Grand Sud, puisqu'en 1979, tu sors diplômé de Sciences Po Aix-en-Provence, école prestigieuse dont je rappelle que M. Philippe Séguin et Mme Christine Lagarde, entre autres, ont été un temps président du conseil d'administration. Mais tu estimes que Sciences Po c'est bien, mais qu'HEC c'est mieux. Et donc tu sors diplômé de cette grande école qui, effectivement, est chère à mon cœur, en 1982. Tu commences ta carrière de banquier en intégrant la BFCE, Banque française du commerce extérieur pour les plus jeunes d'entre nous. Et de 1987 à 1989, tu travailles au sein de l'administration en tant que chargé de mission au service des affaires internationales au sein de la direction du Trésor. Alors, fort de cette expérience au service de l'État, tu réintègres la BFCE en tant que directeur adjoint en charge des opérations d'investissement et de fusion-acquisition. En 1993, s'ouvre pour toi donc la carrière de banquier mutualiste, puisque tu rejoins en tant que directeur régional la Lyonnaise de Banque, filiale du groupe Crédit Mutuel CIC. Et en 6 ans, tu gravis tous les échelons, puisque tu es d'abord nommé secrétaire général en 1994, puis directeur de l'exploitation 2 ans plus tard, puis DGA, avant d'accéder au poste de directeur général en 1999. Alors en 2002, tu deviens PDG de CIC Lyonnaise de Banque et à ce titre, tu es membre du directoire du groupe CIC jusqu'à ta prise de fonction au sein de la Banque Postale. Alors en effet, le 15 octobre 2013, après, je crois, un processus de sélection qui se veut exemplaire, le conseil de surveillance de la Poste te nomme président du directoire de la Banque Postale en remplacement de M. Philippe Val, appelé à prendre la présidence du groupe La Poste, une fois M. Jean-Paul Bailly parti. Alors si tu n'es pas une personnalité très connue du grand public, tu es cependant en mesure de faire valoir une expérience très solide à travers ton parcours de banquier retail. Ce qui rassure naturellement immédiatement les partenaires sociaux de la Banque Postale et de sa maison mère, je pense. Alors pour bien prendre conscience de la mission de transformation qui t'est confiée, si vous le voulez bien, je vais citer quelques chiffres rapidement. Donc la Banque Postale est un établissement financier créé il y a 10 ans qui emploie 17 000 collaborateurs au service de 11 millions de clients particuliers et de 430 000 entreprises, sauf erreur de ma part. Alors en termes de classement, parmi les autres grandes banques françaises, ton établissement, en 2014, a dégagé un produit net bancaire de presque 6 milliards, 5,7 milliards d'euros, et un résultat net de 680 millions d'euros, ce qui classe donc la Banque Postale en 6e position. Laissons de côté l'accident BNP, si vous le voulez bien. Alors ce matin, donc, tu as souhaité nous présenter les défis de la transformation de ton établissement. Je dis bien transformation et non transition ou, et encore moins, révolution. Alors donc, si tu le permets, je vais te poser quelques questions pour introduire, si j'ose dire, le débat. En quoi donc était-il nécessaire de transformer un établissement qui vient, il y a à peine 1 mois, de souffler ses 10 bougies? Quels sont les moteurs de la transformation donc, que tu as entreprise? Quel rôle joue ton actionnaire dans ce processus?
N'est-il pas lui-même handicapé par ces deux actionnaires historiques que sont la CDC d'une part, qui détient, je pense, la Banque Postale à hauteur de 26% et l'État pour le solde? Et est-ce que ta tâche n'est pas rendue plus ardue par le fait que ton établissement, naturellement, est une structure qui se situe à la fois dans un groupe, donc la Poste, en pleine mutation, et dans un secteur bancaire en pleine révolution, à la fois réglementaire et technologique? En effet, je rappelle que ce chambardement digital devrait conduire, selon les experts, d'ici à 5 ans, à la fermeture de près d'un tiers des 37 000 agences bancaires en France. Donc dans ce contexte, quels sont les avantages compétitifs sur lesquels ton établissement peut s'appuyer pour déployer sa stratégie afin de poursuivre dans de bonnes conditions son développement? Voilà donc quelques questions que je me suis posées en réfléchissant donc à ta fonction actuelle. Et selon le calendrier républicain, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 28e jour de pluviose, officiellement dénommé jour du cyclamen. Or, cette fleur symbolise à la fois la durée et la sincérité. Alors je sais bien, Rémi, que ton action se place forcément dans la durée, j'en ai déjà parlé. Reste donc la sincérité. Aussi j'espère, Monsieur le Président, que c'est en toute franchise que vous allez intervenir et répondre à nos questions. Merci de votre attention. Mon cher Philippe, très sincèrement, merci pour tes questions. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré et très heureux d'être parmi vous pour vous parler de la Banque Postale, de son évolution dans le groupe La Poste et des perspectives que nous nous traçons. On parle là d'une start-up de 70 000 personnes qui va de l'avant, donc je trouve que dans la période morose que nous connaissons, il n'est pas mauvais de temps en temps de se parler d'histoire en marche et d'histoire positive en marche. J'essayerai de vous le démontrer. Le groupe La Poste, c'est 267 000 personnes, dont 25 000 en gros à l'étranger dans le colis express, avec une grosse montée en puissance par croissance externe. Et c'est en fond en France 240 000 personnes, dont 150 000 dans le courrier colis, dont 70-72 000 facteurs. Ce métier qui fait sur nos 22 milliards, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires est en perte de chiffre d'affaires de l'ordre aujourd'hui de 7% par an. Si l'on se compare à des pays du nord de l'Europe, la rapidité de la baisse du courrier est encore plus importante et on peut partir de l'idée, puisque je dois être très franc, que dans les années qui viennent, nous perdrons assez vite de l'ordre d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an sur ce métier. Ça vous donne une idée, dans les questions qu'a posées Philippe, une idée des défis qui sont les nôtres pour le groupe. C'est pourquoi nous réfléchissons évidemment à de nouveaux métiers, notamment pour les facteurs, de nouveaux métiers dans l'ensemble de cette sphère logistique et de nouveaux métiers dans les services financiers, dans la banque, dans le numérique, dans la silver economy. Bref, essayer de trouver des points d'application de ce qui fait notre force, à savoir, avec tous les métiers du groupe La Poste, une présence territoriale très massive et une proximité humaine qui a de la valeur, aura toujours de la valeur, j'espère vous en convaincre. Donc, je parle du groupe parce que c'est très important. La Banque Postale vient de l'histoire de la Poste. Elle est forte finalement de génération de services financiers de la Poste. Et il y a 10 ans précisément, quand a été créé, à l'issue d'un combat farouche contre les autres banquiers de la place, dont j'étais, et finalement elle avait une position pratiquement d'asset manager, avec un gros volume d'assurance vie et une grosse partie d'épargne réglementée. C'était ça l'histoire, très peu de crédit. Donc la création de la banque en 2010, c'est une banque complète qui se construit. C'est pour ça que je vous parle en gros d'une start-up de 70 000 personnes, parce qu'en dehors des métiers stricts de la banque, le réseau de distribution de la banque, c'est les bureaux de poste. Pour le canal physique, évidemment, les services financiers dans les centres financiers pour les canaux à distance.
Donc c'est quand même une affaire, une histoire complètement inouïe où nous construisons en quelques années ce que beaucoup d'autres ont mis plus de 150 ans à construire. Et qu'ils sont en train, pour une part, du fait de la révolution numérique, de remettre en cause. Alors les enjeux sont évidemment très importants. Alors qu'en est-il dans cette transformation énorme que nous sommes en train de mener? La Poste, dans cet immense mouvement qu'elle mène, dans cette grande mutation qu'elle est en train de vivre, sous l'impulsion de Philippe Val, a besoin des métiers de la banque. Et progressivement, vous allez voir avec les nombres, nous sommes en train de transformer cet essai pour construire sur les différents métiers de la banque une banque complète. C'est d'abord une transformation humaine sans précédent. Nous sommes donc présents sur le marché des particuliers, d'abord. C'est l'histoire de la banque postale. Et très clairement, sur le marché des particuliers, nous sommes dans le marché du particulier grand public, avec en plus une logique d'être la banque de tous, sans aucune discrimination. Sans aucune discrimination. On peut être à la banque postale d'où qu'on vienne, quelle que soit son origine. Banque et citoyenne, chez nous ça veut dire quelque chose, nous en sommes très fiers. Nous avons des missions d'accessibilité bancaire qui ont un rôle très important dans des zones très difficiles. Et je crois que quand on mesure le 10 du mois dans les bureaux les plus exposés, les queues qu'il y a à 8 heures du matin, le jour des prestations sociales, on mesure la responsabilité de la Banque postale dans cette mission de service public. Donc nous sommes la banque de tous. Et nous pratiquons des prix très raisonnables sur le marché du particulier. Et donc on a cette responsabilité à la fois d'avoir ces missions, de nourrir un nombre incroyable de postières et de postiers dans des métiers nouveaux, à valeur ajoutée pérenne, et d'affronter le défi sur ce même marché du particulier du tout numérique et de la transformation, de la diminution des agences bancaires des uns et des autres. Et nous, on est en train de construire dans un monde qui, lui, est surbancarisé, un chemin pour une banque publique, non cotée, qui a en plus des missions de service public et qui pratique des prix raisonnables. Vous voyez que c'est un enjeu sérieux. Mais il y a de la place pour une banque pas comme les autres. Et je prendrai un seul exemple. Dans la période post-Lehman, vous seriez étonné de voir le nombre de clients très fortunés qui nous ont rejoints. Une banque publique, non cotée, qui est, quelles que soient les évolutions réglementaires par ailleurs, on va dire, avec une utilité particulière et qui s'inscrit évidemment dans une démarche long terme, puisque très clairement, nous sommes une banque durable dans un monde qui lui-même est durable, même si les transformations sont extrêmement rapides aujourd'hui. Donc, d'abord le marché du particulier, et nous sommes en train de développer tous les segments du marché du particulier pour encore mieux pouvoir assumer notre mouvement global sur ce marché. Le deuxième marché sur lequel nous nous développons aujourd'hui, c'est celui des professionnels, avec la proximité autour des bureaux de poste. Nous avons 17 000 points de vente en France, dont 10 000 bureaux de poste. Les autres, ce sont des sites mutualisés avec d'autres intervenants, des maisons de services publics de services au public, aussi avec des entreprises de distribution. Bref, avec un parc aussi large, une présence territoriale aussi importante, nous sommes en train de construire une banque des professionnels. Et Serge Bayard, qui est le patron du marché des entreprises et des professionnels, qui est ici, présent ce matin, a pour mission de faire installer d'ici 2020 plus de 1000 chargés de clientèle professionnels bancaires dans les bureaux de poste de la Banque postale. Ceci ne serait rien si nous n'avions pas la décision de le faire avec des postières et des postiers. Donc vous mesurez, je vais vous en parler, l'effort de transformation et de formation de ces équipiers. Et vous seriez surpris de voir l'enthousiasme que je ne savais pas, il y a un peu plus de 2 ans quand je suis arrivé à la Banque postale, des femmes et des hommes concernés qui voient bien leur métier traditionnel diminuer à un rythme extrêmement soutenu et qui cherchent
de nouveaux métiers avec une volonté de se former et d'être au rendez-vous de la compétence indispensable qui est absolument admirable. En ce moment, nous devons faire un peu plus de la moitié de toutes les promos du CFPB parce que nous construisons l'avenir avec ces femmes et ces hommes dans nos bureaux de poste multi-métiers. Donc ça, c'est une évolution très importante qui est un relais de croissance à moyen terme pour nous. Et là encore, on vit dans cette proximité territoriale qui aura toujours du sens. Une TPE, un artisan, un commerçant aura toujours besoin d'une relation de proximité, peut-être plus d'ailleurs que les particuliers, dans le long terme. Troisième élément très fort qui a été un marché en fort développement autour de la sphère publique, dans tout ce qui est collectivité locale. À l'époque, Philippe Val, qui était donc mon prédécesseur, avait évité Dexia, ce qui pour la Banque Postale a été une excellente chose. Mais du coup, nous avons développé le marché des collectivités locales. Nous sommes aujourd'hui avec la SFIL le premier intervenant en crédit à moyen et long terme sur les collectivités locales, 3 ans après avoir créé ce nouveau marché. Et donc pour nous, dans cette sphère, nous allons tirer de plus en plus, on va dire, autour des métiers parapublics, de l'accompagnement en flux et en placement pour accompagner cette première démarche sur le crédit. Et puis enfin, je m'y arrêterai tout à l'heure plus longuement, sur le marché des entreprises, nous avons de très fortes ambitions. En partant de très bas, retenez quand même que nous n'avons le droit de faire du crédit aux entreprises que depuis 2012. C'est hier. Nous sommes une banque extrêmement jeune. Alors vous voyez, donc ça c'est les quelques axes stratégiques appuyés par des pôles métiers que nous sommes en train de développer, à qui nous essayons de donner progressivement une dimension internationale, puisque ce n'est pas sur le réseau physique que nous allons construire cette dimension internationale pour notre groupe. L'asset management, qui peut vous intéresser tous autour de vos tables, l'asset management, nous avons signé un partenariat coopératif avec le groupe néerlandais Egon l'année dernière, où nous avons acquis la filiale d'asset management fusionnée de Malakoff Médéric. Bref, nous nous sommes mis en position d'être avec presque 200 milliards d'encours en asset management et on va dire de 550 à 600 milliards cumulés au plan européen avec Egon Asset Management, de devenir on va dire un intervenant important dans ce métier-là, à la fois pour les patrimoniaux qui sont quand même nombreux, on a plus de 700 000 patrimoniaux à la Banque Postale, et pour les institutionnels, avec des offres mondiales que nous n'avions pas toutes. On avait, comme beaucoup de Français, des spécialisés en matière de taux. On n'était pas forcément dans les meilleures positions pour le reste de la gamme. Donc aujourd'hui, on a ce premier pôle, avec sa dimension très internationale, qui vient en soutien, toujours dans un modèle partenarial, puisque nous avons construit la montée en puissance de la banque dans des modèles partenariaux. Deuxième élément majeur de pôle métier pour nous, c'est le pôle autour de la banque privée, et là nous sommes en croissance, y compris en croissance externe le cas échéant, pour là aussi consolider l'ensemble de la filière du marché du particulier en allant vers l'excellence également des patrimoniaux. La banque de tous, c'est aussi être celle des patrimoniaux, donc on veut être un peu partout sur l'ensemble du dispositif. Là, on vient de fusionner 2 ou 3 entités et on crée une dynamique très très forte. Nous avons commencé à installer des espaces banques patrimoniales dans nos bureaux de poste, vous voyez, donc c'est des changements culturels assez considérables. D'un côté, dans les US, nous avons l'accessibilité bancaire et juste à l'autre bout de la gamme, nous avons des bureaux de poste désormais avec des espaces patrimoniaux dédiés. Troisième pôle métier très important pour nous, c'est tout ce qui tourne autour des crédits. Crédits spécialisés, d'abord les crédits à la consommation, où nous sommes en partenariat avec la Société Générale, qui est minoritaire avec nous dans une filiale qui se développe très très fortement. Et là aussi, nous avons toujours cette même démarche de prix transparent, raisonnable, dans des métiers où les prix sont parfois élevés. Et nous construisons un pôle de crédit à la consommation qu'on va vouloir développer de façon plus internationale. Crédit à la spécialisée, c'est aussi le lancement cette année d'un grand mouvement avec des partenariats autour de l'affacturage, du crédit bail, du financement de projets. Donc là, nous avons de très fortes ambitions que nous sommes en train de construire. Voilà encore un pôle spécialisé à la fois pour le marché du particulier et le marché des entreprises. Et enfin, dernier pôle très important, parce que nous sommes banquiers, mais aussi beaucoup assureurs,
c'est celui de nos pôles d'assurance non-vie et vie. Donc en 2 ans, nous avons là ramassé l'ensemble de nos forces sur la non-vie, avec la santé, la prévoyance et l'IRD, toujours avec des partenariats, dans des modèles partenariaux où nous sommes majoritaires, avec Mutuelle Générale et Malakoff Médéric sur la santé, individuelle et collective, avec Groupama sur l'IRD et à 100%, mais avec une prestation de la CNP, pour la partie prévoyance. Pôle non-vie qui devient un pilier important de notre modèle d'assureur, en plus de tout ce que nous faisons en assurance vie, puisque nous sommes le premier distributeur de la CNP, qui est un intervenant majeur en assurance en France et à l'international, deuxième actionnaire, puisque c'est notre principale participation stratégique. Toute cette présentation rapide de ce que nous faisons au plan à la fois de nos marchés et des pôles métiers qui les accompagnent se traduit pour nous par une transformation considérable. C'est ce dont je vais vous parler avant d'attaquer la partie de formation. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer ce que nous sommes en train de faire. J'ai signé hier les premières lettres de délégation de compétences risques au management unique du réseau des bureaux de poste que nous venons de créer en 2 ans. Bref, ça veut dire que 6000 managers postaux sont depuis hier, pour les premières lettres reçues, devenus des banquiers. C'est une révolution culturelle, c'est difficile de la comprendre quand on n'est pas dans notre banque, mais retenez que la Poste, tout est grand, c'est une immense armée avec des courroies de distribution qui fonctionnent très bien. Là, tout l'enjeu, c'est de dire, mon petit gars, maintenant tu es responsable, tu as une délégation intuitu personné et tu deviens patron de ton affaire. C'est une énorme révolution culturelle en face des clients. D'ailleurs, que ce soit dans le canal physique des bureaux de poste ou dans les canaux distants de la banque à distance. C'est la même logique de proximité de décision et de responsabilité. Donc le simple fait de faire ce mouvement majeur et de confier la responsabilité à ces 6000 managers, c'est un mouvement absolument considérable. Nous avons d'ailleurs créé l'année dernière l'école de la banque et du réseau. Les 6000 managers vont à l'école, du haut jusqu'au bas des managers. Un seul management unique, une transformation considérable, avec à chaque fois des formations certifiantes, diplômantes, des sélections rigoureuses des profils, comme on ne le fait pas toujours dans le privé. Et ce mouvement-là, alors évidemment, je ne vous explique pas le nombre de réunions, d'instances sociales pour arriver à le faire au plan national, mais c'est une transformation absolument décisive, puisque des directeurs régionaux avec leurs adjoints sur les grands territoires, aux 1600 directeurs de secteur que nous venons de nommer au 1er janvier 2016, vous avez un management très court, décideur, qui est en face du client dans les bureaux de poste, alors que jusqu'ici, la banque postale, qui était la banque de la proximité humaine, n'était pas celle de la décision en face du client. Donc c'est un mouvement absolument considérable. On l'avait évidemment déjà fait sur le marché des entreprises, où on a installé des directions régionales partout sur le territoire national, et j'ai donné des délégations de compétences aux managers de l'entreprise avec Serge il y a quelques mois. Donc c'est tout nouveau. Nous sommes réellement dans une logique de start-up qui est en train de passer un cap assez décisif. Cette formation va toucher l'ensemble des équipes commerciales. Nous avons 10 000 commerciaux et 25 000 guichetiers qui sont désormais appelés chargés de clientèle et qui vont vendre. Alors là aussi, ça paraît tout naturel, mais 25 000 personnes, même s'il n'y en a que 15 ou 20 000 qui vendent vraiment, vous voyez que sur tous les produits de la banque, de l'assurance, du transactionnel, des produits simples, nous avons encore des marges de progrès considérables avec une fréquentation de nos bureaux de poste qui, certes, baisse, mais n'est pas dans le mouvement de baisse d'une agence bancaire qui ne fait que de la banque. Chez nous, il y a de la vie encore dans nos bureaux de poste. Parfois même, on se plaint des queues, même s'il y en a de moins en moins. Peut-être que maintenant, on va finir par trouver que le fait qu'il y ait un peu de queue, c'est mieux que d'être dans une agence vide du matin au soir, bancaire. Donc, on est dans un mouvement où nous pensons être en mesure de gagner la bagarre territoriale qui sera devant nous dans les 10-15 prochaines années. S'il y en a un, c'est nous.
Parce que nous sommes la Poste. Et parce que nous avons tout un ensemble de missions également de services publics. Donc, ce mouvement d'accélération de la diminution du canal physique peut aussi être, à certains égards, même si ça ne sera pas facile, un point d'opportunité pour ceux qui finiront par rester. C'est comme pour les caisses, les caisses dans les agences bancaires ou les bureaux de poste. Au bout du bout, pendant encore un bon moment, il en faudra un petit peu. De moins en moins, de mieux en mieux organisé, un peu plus chèrement payé, mais au bout du bout, il en faudra un petit peu. Nous sommes dans cette bagarre-là. Nous finirons par gagner la bagarre territoriale. Et donc, vous voyez bien que ça, c'est un projet absolument majeur de transformation. Tous les commerciaux vont devoir, à partir du moment où nous avons transformé, nous sommes en train de transformer les guichetiers en chargés de clientèle, vendeurs de produits simples, évidemment, ça pousse l'ensemble des 10 000 commerciaux à aller vers l'expertise. Dans le monde digital que nous sommes en train de vivre, il faut l'expertise et la compétence si on veut garder dans le canal physique une chance de survivre. Ce n'est pas forcément suffisant, en tout cas c'est indispensable. Donc quand on est commercial de base aujourd'hui, qui vend des produits relativement simples, on a intérêt à bouger pour devenir de plus en plus compétent, de plus en plus expert. Donc les 10 000 commerciaux, les 25 000 guichetiers vont passer à l'école de la banque. Et nous nous donnerons le temps qu'il faudra parce que nous voulons donner une perspective, un métier pérenne. C'est ça ma responsabilité. Un métier pérenne à toutes les femmes et les hommes dont nous avons la responsabilité. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que c'est des formations qui sont très sérieuses, mais nous avons des champs vraiment très volontaires. Et alors, il y a toujours une proportion qui ne l'est pas, mais je veux dire, globalement, franchement, on est dans un mouvement extrêmement vertueux de montée en puissance et de montée en puissance d'expertise. Et ça va sur tous les métiers, du particulier, du professionnel et de l'entreprise. Et cette formation, elle va s'étaler sur un certain nombre d'années. Il faut que nous rendions, c'est d'ailleurs indispensable, il faut que nous rendions nos commerciaux parfaitement omnicanaux. Ce n'est pas tout de faire l'omnicanal, il faut que nos commerciaux parlent couramment la langue omnicanale. Nous serons une banque complètement omnicanale en 2017, mise en place sur l'ensemble du territoire en 2018, avec les formations pour être précisément dans le canal physique, avec la capacité d'être sur tous les canaux, et de créer donc une dynamique qui à la fois peut allier, pour ceux qui veulent, sans le faire pour ceux qui ne veulent pas, la dimension du face-à-face avec l'ensemble des usages et des canaux tels que souhaités par les différents clients. Nous serons à la fois une banque omnicanale et nous sommes en train de construire, nous sommes en train de le lancer, la construction d'une banque complètement digitale qui sera, elle, en parallèle, mais en convergence sur toute la dimension digitale avec la banque omnicanale pour créer un modèle qui soit un peu plus rentabilisable parce qu'un modèle économique dont la gratuité est la seule vertu n'est pas un modèle durable. Donc le digital, c'est évidemment une chance, il nous bouscule, il nous remet en cause, il nous challenge, mais en même temps, il nous offre des opportunités, y compris dans notre dimension de canal physique, qui sont sans précédent. Donc nous le vivons de ce point de vue-là très positivement. Par contre, il faut évidemment que les femmes et les hommes soient entièrement formés pour que ce soit quelque chose de nativement intégré. Ça, c'est évidemment une tâche plus difficile, mais c'est vrai dans toutes vos entreprises, c'est vrai dans tous les métiers. Enfin, nous avons cet horizon de temps que nous nous sommes donnés pour le faire. Autre projet évidemment majeur, on ne peut pas parler de banque omnicanale et digitale sans une informatique entièrement chaînée, en temps réel en tant que de besoin. Et c'est toute la construction que nous menons. Nous avons des chantiers informatiques considérables, puisque la banque s'était construite au fur et à mesure des agréments arrachés à l'adversité bancaire, si je puis dire, s'était construite par des applicatifs successifs qui n'étaient pas forcément tous dans une cohérence chaînée. Donc on est en train de boucler une plateforme informatique qui servira peut-être à d'autres banques, puisque nous la co-construisons avec Sopra, de telle sorte que nous ayons une vraie plateforme informatique qui sera la base de tous nos projets
dans le digital et dans tout le reste, de telle sorte que nous puissions avancer. Donc vous voyez, cette transformation, elle est simplement considérable et elle sert énormément la transformation plus large du groupe La Poste. C'est pour ça que je vous ai parlé plus largement du groupe La Poste. Et la Banque Postale, elle a cette dynamique de développement. Nous avons encore devant nous une capacité d'équipement de la clientèle. Nous sommes avec des clients globalement moins équipés, ce qui est normal, que ce que font nos concurrents. Et donc, on a, entre nos forces commerciales, canal physique et à distance, de quoi encore former énormément et équiper énormément de clients, dans la période qui est devant nous. Alors, l'entreprise. Et après, je voudrais m'arrêter un peu sur ce métier que j'ai toujours pratiqué, banquier de l'entreprise. Fier d'être banquier, d'ailleurs. Toujours été extrêmement fier d'être banquier, banquier de l'économie réelle, banquier des entreprises, banquier des chefs d'entreprise. C'est un métier qui est très, très challengé par l'excès de réglementation aujourd'hui. Il faudra bien qu'on arrête un moment d'en faire trop pour qu'on garde finalement à l'esprit plutôt le chef d'entreprise ou les dirigeants d'entreprise comme vous, les grands trésoriers, qu'on leur parle de leurs projets, de leur entreprise, plus que de les regarder par le prisme de l'allocation de fonds propres et du défi réglementaire que ça pose, dossier par dossier. On s'éloigne de la vraie vie. Et je pense que le retour à la vraie vie est indispensable, et ça viendra. C'est la problématique des cycles. Aujourd'hui, nous sommes un cycle post-crise, avant la prochaine crise d'ailleurs, et puis on se rendra compte qu'on aura fait énormément de choses, beaucoup de choses qui étaient utiles, parce que les banques ont exagéré sur un certain nombre de thèmes, mais pas elles seulement. En ce moment, nous sommes dans des exagérations de l'excès de prudence qui affectent les fonds propres, pas pour le développement de l'économie, donc pas pour le bien-être des femmes et des hommes, mais pour se couvrir des risques les uns et les autres et ne pas assumer ses responsabilités d'entrepreneur. Mon métier, je le comprends comme un métier d'entrepreneur, et c'est pour ça que je suis fier d'être banquier et banquier d'entreprise. Donc nous allons le redevenir, ou le devenir, parce qu'on ne peut pas dire redevenir, nous allons le devenir à marche forcée à la Banque Postale. Les objectifs de Serge Bayard sont très simples, je les lui rappelle dans tous les lieux, donc je vais les lui rappeler ici. C'est que pour une banque qui fait du crédit aux entreprises depuis 2012, nous ferons plus d'1 milliard d'euros de PNB en 2020, par un développement fort sur l'ensemble du spectre des entreprises. Alors nous avons des points de force que j'ai découverts en arrivant d'ailleurs à la Banque Postale, je ne connaissais pas. Peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas, je souhaite qu'ils les connaissent et qu'ils les apprécient. Les flux, une tradition de gestion de flux à la Banque Postale, et on a notamment une part de marché considérable sur tout ce qui est caisse de retraite, etc., historiquement, ce qui fait qu'on a des usines flux extrêmement conséquentes. Pas cher, je crois, en plus, puisque nous sommes raisonnables et transparents. Je dis ça pour François Schlumberger, qui m'a beaucoup fait progresser dans ma jeunesse, quand il me cassait les pieds avec les marges dérisoires que son groupe, à l'époque, nous proposait. Merci François de ta formation accélérée. Mais donc les flux, c'est un point de force absolument important pour nous, de développement. Nous sommes une banque très liquide. C'est une chance structurelle, c'est un petit sujet conjoncturel, une conjoncture qui peut perdurer un peu. Les taux très bas sont notre challenge particulier en ce moment. Nous sommes vraiment très liquides puisqu'on a un coefficient d'engagement à un peu plus de 70%, donc je pense qu'on doit avoir un des meilleurs de la zone euro. Donc nous voulons faire du crédit aussi. Nous voulons faire du crédit aux entreprises. Parce que nous avons beaucoup de place pour le faire, avec des fonds propres, avec un ratio de Core Tier 1 de plus de 13%. Donc on se sent en capacité de servir notre pays et les entreprises de notre pays par une politique de crédit agressive, comme nous avons su le faire sur le marché du particulier à un moment donné. Donc tout ça, ça fait une dynamique très forte avec des crédits spécialisés et des équipes qui se mettent en place un peu partout. Alors c'est vrai qu'on progresse au fur et à mesure. Vous voyez, il y a 6 ans, on ne savait pas prendre des garanties sur des crédits à moyen long terme. Ça n'a jamais été fait à la Poste avant. Donc tout ce qu'on fait, c'est une aventure absolument extraordinaire. Parce qu'on part parfois moi, je sais pas, il y a 30 ans dans la banque, il y avait des services de partout, parfois même abondants, mais on
tout était fait par des équipes installées. Nous, on est encore en train parfois de créer une partie de nos métiers. Mais on pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour un partenaire comme nous, avec ses spécificités, et que le raisonnement que tiennent les particuliers dans les périodes de grande crise, de se dire... Et d'ailleurs, on voit en ce moment des particuliers venir à nouveau, inquiets de ce qui se passe sur les banques en Italie, en Allemagne, sur la problématique dans les bilans des banques, qu'est-ce qu'il y a, hein, le pétrole, le gaz, c'est quoi, les sujets, etc. On revoit, c'est un thermomètre assez intéressant pour nous, on revoit des gens patrimoniaux qui nous reviennent. Je pense que, comme désormais on est prêt, on risque d'avoir, et on le souhaite, on aura la chance peut-être d'avoir des grandes entreprises qui auront le même type de raisonnement en se disant, finalement, une banque publique non cotée, dont la capitalisation n'est pas en gros la moitié de la book value, c'est peut-être pas complètement con non plus. Wow. Donc c'est un peu tout ça qui nous pousse dans ce développement très fort et en même temps nous diversifie du seul marché du particulier. Donc une banque en transformation, une banque qui soutient la mutation de la poste, qui transforme des postières et des postiers en banquiers, une banque qui est résolument moderne avec une informatique toute neuve, totalement omnicanale, une banque digitale en parallèle qui se construit, avec, et là je parle à Emmanuel Constant, avec dès 2017 dans la banque mobile le compte simple, mais le vrai compte simple pour tous, pas découpé en fonction des intérêts de niche, donc pour tout le monde, puisque c'est notre vocation universelle. Et donc tout ça, ça fait une banque en mouvement, une banque qui est fière d'avancer, qui fête ses 10 ans, là, jeudi nous allons faire une grande fête pour nos 10 ans, et qui est convaincue d'une chose. Là, nous sommes dans l'ère digitale, indispensable, mais au fond, ce n'est quand même qu'un moyen, ce n'est pas une fin, ce n'est quand même qu'un moyen. Donc on va l'intégrer, on fera le tri de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce qui sert les usages, de ce qui protège, parce qu'un jour on va être exposé à des cracks sur la protection des données, à des évolutions de ce type-là. Donc ce n'est qu'un moyen, il va y avoir un tri. Et au fond, nous, ce que je pense, c'est qu'avant, pendant, après, il y aura toujours besoin, c'est vrai pour le particulier, c'est vrai pour les entreprises, de la relation humaine. Et de la relation humaine. Parce que ce monde de plus en plus individualiste, avec parfois beaucoup de solitude, il est plus avec des trajectoires rectilignes. Des hauts, des bas, des moments où on bosse, des moments où on ne bosse plus, des crédits qu'on fait à un moment, qu'il faut aménager autrement, des moments où on les rembourse, des moments où on ne les rembourse pas. Ça vaut pour les particuliers parfois, et ça vaut pour les entreprises. Bref, dans ces moments-là, quand on est dans les parcours de vie, les vies d'une personne, les vies d'une entreprise, je pense qu'il n'est pas absurde de considérer qu'il faut savoir partager avec quelqu'un en qui on a confiance ces problèmes-là, et que ça dépasse les moyens, qu'ils soient numériques ou autres, et c'est au fond ce qui fait le sel de la vie, et en tout cas ce qui fait le bonheur de la Banque Postale. Voilà un peu ce que va être la Banque Postale dans les 5, 10, 15 prochaines années. Elle sera sur le territoire, et elle sera, je l'espère, présente dans beaucoup de vos entreprises. En tout cas, mes équipes s'engagent aujourd'hui à venir vous voir de façon massive pour le faire. Donc merci de votre écoute, et puis je suis bien entendu à votre disposition pour des questions. S'il y en a. François Schlumberger. Ça ne m'étonne pas de toi. Monsieur le Président, bravo. Cher Rémi, beau projet, très beau projet, chantier important, innombrable. Ouais. Et en fonction de ça, 2 questions qui en fait n'en sont qu'une, un peu titillantes, et pour rebondir sur ton premier propos d'introduction. Pour faire tout ça, il faut beaucoup de moyens, beaucoup de moyens. Quelles sont la nature des relations de la Banque Postale, la nature de tes relations personnelles avec tes confrères et néanmoins concurrents banquiers? Après tout ce que tu nous racontes, je comprends très bien ton introduction, qui était de dire que la communauté bancaire s'est arc-boutée contre la création de la Banque Postale.
Tu dois leur faire très peur. Alors là, je me suis engagé auprès de Philippe à répondre sincèrement. Donc c'est le moment où je suis embarrassé, Philippe, hein? Non, sur la partie banque du particulier de détail, le particulier grand public, évidemment, notre montée en puissance avec nos forces de présence territoriale, l'ensemble des personnes que nous sommes en train de former pour être au rendez-vous de cette dynamique, évidemment, nous sommes un concurrent sérieux pour tout le monde. Mais la concurrence n'a jamais fait peur au monde bancaire, en tout cas français. Les banques sont solides, elles vont de l'avant et je suis persuadé qu'autour de nous, il y a de la place pour d'autres. Sur la question du rôle de l'actionnaire, ben nous avons un soutien sans faille du groupe La Poste, parce qu'au fond, nous on fait en gros, on s'est mis depuis l'année dernière, et on verra les chiffres quand on va les rendre publics la semaine prochaine, on s'est mis à un niveau de résultat avant impôt de plus d'1 milliard à la Banque Postale. La Poste, elle a besoin de cette dynamique aussi de résultats pour poursuivre sa mutation. Donc, de ce point de vue-là, nous avons la chance d'avoir un groupe qui est très à l'appui en matière de fonds propres pour appuyer tous ces développements, parce qu'évidemment, notre groupe, par l'intermédiaire de sa banque, ne s'en sortira que par le développement. Évidemment, il va falloir travailler les charges, comme nous tous. Vous le faites tous les jours, vous le faites les uns et les autres, mais c'est le cas chez nous également. Mais on a cette chance-là et en même temps, la Poste est un objet quand même particulier dans le paysage public français. Et là aussi, c'est l'appui de l'État et du deuxième actionnaire, la Caisse des dépôts, est tout à fait décisif pour permettre toutes ces mutations. Donc nous, on est vraiment le bras armé de la transformation dans la grande mutation de la Poste. Donc voilà sur ce point-là. Donc on est bien inséré dans le paysage bancaire et on est bien à notre place dans la dynamique de transformation de notre groupe. Voilà, maintenant, après, tu jugeras sur le terrain. Pierre-Henri Cassou, ancien régulateur. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je voudrais apporter à la fois un témoignage et vous poser une question. Le témoignage, c'est celui de l'activité que j'ai depuis fort longtemps d'enseignant au Centre d'études supérieures de banque. Et donc je vois depuis maintenant quelques années, je dois faire 4 ou 5 ans, un contingent de cadres de la Banque Postale qui viennent se former dans ce cycle organisé par le Centre de formation de la profession bancaire. Et je tenais à attester que les auditeurs qui font partie de chaque promotion sont particulièrement motivés et attentifs dans leur formation. Donc je tiens à apporter ce témoignage personnel du travail qui est fait par votre maison pour justement assurer la formation de ces cadres et leur compréhension parfaite du secteur bancaire. Voilà pour un petit témoignage. Maintenant, une question qui est en prolongation de celle de François Schumberger. Vous avez répondu que vous aurez des moyens financiers pour soutenir la croissance que vous prévoyez, mais au-delà de la croissance et des ressources qui sont nécessaires, il y a quand même une question d'optimisation des ressources et, je dirais, de rentabilisation des ressources. Alors, ma question est la suivante. Au fond, est-ce que dans tous les domaines dans lesquels vous voulez vous engager, vous avez la capacité de vraiment optimiser tous les projets que vous prévoyez, ou est-ce que dans un certain nombre de domaines, vous n'allez pas être conduit, pour justement avoir la meilleure efficacité, à vous associer à d'autres partenaires? Alors, vous avez cité déjà le domaine de l'assurance ou le domaine du crédit à la consommation pour justement des cas de coopération institutionnelle, mais est-ce que vous pourriez nous donner des indications à peu près sur les domaines que vous considérez comme devant être réalisés par la Banque Postale seule et les domaines dans lesquels vous pourriez naturellement envisager d'autres types de partenariats que ceux que vous avez déjà cités? Merci beaucoup pour votre témoignage. Et la question sur le
les partenariats est évidemment clé pour notre développement. Nous vivons dans un modèle partenarial. Et ce que je vous ai indiqué sur l'asset management, c'est un modèle partenarial au niveau européen. Tout ce qu'on fait en assurance, le modèle, il est entièrement partenarial. Et nous en sommes aujourd'hui à vouloir chercher des partenaires, et à les trouver d'ailleurs, sur tout ce qui est plateforme de moyens. Nous sommes persuadés qu'une plateforme, notamment autour des moyens de paiement, elle doit être partagée. Sa rentabilité portée par un seul va être de plus en plus compliquée. Voilà un exemple illustratif. Mais c'est vrai pour pas mal d'autres types de plateformes. Quand on est en train de monter nos équipes sur tout ce qui est affacturage et crédit bail, en même temps, on est dans un modèle partenarial sur la partie plateforme. Sur la partie titre, on est dans des modèles de plateforme partagées. Tout ça n'est pas de l'ordre du stratégique absolu. Et donc, à chaque fois qu'on peut être dans ces cas de figure, à faire baisser les coûts et à être dans ce mode-là, moi, je suis favorable pour le faire. C'est même notre stratégie. Donc, on est complètement dans cette logique-là. Par contre, dès qu'on est dans tout ce qui tourne autour de la donnée, de la maîtrise de la donnée, de la sécurité de la donnée, de la protection des clients, toute cette partie-là, alors pour le coup, je suis extrêmement conservateur parce que je pense que c'est une ligne sur le long terme qui est porteuse. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'usage et du partage de données l'emporte. Un jour viendra où il faudra quand même qu'on réfléchisse un peu plus à la protection des données. Nous sommes tous à donner des éléments extraordinairement confidentiels partout sur Internet, sans toujours réaliser à quel point on se mettait en risque. Ceci va devenir de plus en plus complexe. Et nous sommes dans des logiques très fortes. Tout ce qui est innovation, on essaye de chercher. Moi, je vois à peu près une fintech par semaine. On est en train d'attendre l'accord de la CNIL pour la partie biométrique de notre Talk to Pay, pour le paiement sécurisé, avec des authentifications par la voix. J'imagine qu'en 2020, ce sera par la rétine, et en 2025, ce sera par le tatouage d'ADN. Tout ça, on y est, on y sera. Parce qu'il faut que la sécurité soit en parallèle si vous voulez, de la facilité d'usage. Et il faut qu'on gère les deux. Et c'est là où il faut qu'on prenne les bonnes idées des uns et des autres. C'est d'autres nouvelles formes de partenariat. C'est d'aller chercher des partenaires qui peuvent nous aider de façon utile. Un autre exemple, dans le développement du marché des professionnels, on ne va pas faire tous les crédits de la création. Par contre, on va le faire en appui avec des équipes de crowdfunding, par exemple. Donc, vous voyez, on est dans un modèle très ouvert, puisque nous avons à la fois le handicap et la chance de créer aujourd'hui. Ça a quand même quelques avantages. C'est qu'on peut sauter quelques étapes et s'éviter quelques lourdeurs. Donc, chaque fois qu'on pourra s'éviter une lourdeur, on l'évitera. Régis de la Roulière. Dans une vie antérieure, j'étais en charge au Trésor du bureau qui veillait à ce que les services financiers de la Poste ne sortent pas du champ étroit qui leur était dévolu, donc de chemin parcouru. Bravo d'avoir progressé. Ma question aujourd'hui, c'est dans la force que vous indiquez détenir du fait que vous êtes appuyé sur les bureaux de Poste, que bien qu'ils soient en déclin, il y a une dimension de service public et de contact qui est très utile. Y a-t-il un risque que ceci soit vu de Bruxelles comme une distorsion de concurrence? Et est-ce qu'on peut tirer un enseignement de l'expérience des banques postales dans d'autres pays sur ce sujet, si c'est un sujet? C'est un sujet qu'on a réglé, puisqu'on a trouvé un bon équilibre accepté par Bruxelles sur ce point-là et accepté par nos confrères. Le modèle global, c'est très particulier pour les postes dans le monde. Vous avez la plupart des postes, notamment du nord de l'Europe, qui sont entièrement logisticiens et qui sont, entre guillemets, débarrassés en vendant leurs activités de services financiers ou de banque. Vous avez un modèle qui est plus banque-assurance, c'est l'Italie, qui est accessoirement logisticien. Et vous avez un modèle qui continue d'essayer de tenir les trois métiers, à la fois de logistique, colis, courrier et banque et assurance. Et c'est le nôtre, c'est celui de la Suisse, c'est celui du Japon. Et un peu de la Belgique, qui est un peu intermédiaire. Donc, c'est quand même une force de pouvoir avancer dans un monde qui est de plus en plus compliqué, avec différents pieds. Après, il faut savoir si on peut les maîtriser, les assumer tous en ressources et en fonds propres. Pour l'instant, notre groupe y arrive, tant mieux pour lui, mais il faut qu'il se transforme beaucoup. Oui, bonjour, Nicolas Schweig.
En fait, vous avez mentionné qu'une activité économique qui n'était pas rentable, enfin, elle n'est pas rémunérée, donc ne pouvait pas être durable. Et aujourd'hui, donc, l'activité de la Banque Postale, c'est d'avoir une activité de banque de dépôt. Et les dépôts avec les taux d'intérêt négatifs, non seulement ne sont pas rémunérés, mais deviennent même un coût pour la Banque Postale. Donc ça pose deux questions. C'est la première question, du point de vue macroéconomique, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de durable ou bien est-ce que c'est un accident, disons, conjoncturel de marché? Et la deuxième question, c'est que vous avez mentionné à juste titre que vous aviez, dans votre tradition de service public, pu obtenir des compensations pour ces missions de service public. Est-ce que vous avez des discussions actuellement pour la compensation de ce coût pour permettre de rétablir la rentabilité de l'entreprise? Il y a deux questions distinctes. Celle sur les taux. Évidemment, les taux, nous sommes tous extrêmement challengés, toutes les banques de détail, toutes les dimensions banques de détail, des banques qui ont également d'autres métiers, par les taux que nous connaissons aujourd'hui et surtout par leur persistance à des niveaux très bas, voire négatifs. Ça, c'est un sujet évidemment important. Pour l'instant, nous ne les répercutons pas négatifs aux clients en France, de ce que je sais. Pas vrai partout. Mais c'est un sujet qui est pour nous un grand défi si les taux bas étaient durablement bas et très bas. Nous avons cette chance d'avoir encore une capacité de monter en puissance dans l'équipement de la clientèle sans être, on va dire, saturé, de façon utile pour eux. C'est quand même ça d'abord notre vocation. Donc on a cette chance-là, on a des métiers que nous sommes en train de construire. Donc quand vous êtes en train de construire le marché des entreprises, je ne sais pas, aujourd'hui on fait 2% dans les flux nouveaux de crédit. C'est à la fois beaucoup puisque c'est tout jeune pour nous, mais c'est peu quand vous êtes autour dans cette salle. Mais on va aller à 10%. Donc on a des perspectives de croissance. Nous, il faut qu'on utilise notre argent, à la fois en prenant des opportunités de croissance externe le cas échéant, et en faisant beaucoup plus de crédit que ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons la place de le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, qui est plus embêté, d'autres éventuellement, par leurs limites de liquidité. Ça, c'est pour nous, ce n'est pas aujourd'hui un sujet. Donc vous voyez, on a quand même des leviers qui nous permettent de bouger dans cet environnement qui, objectivement, n'est pas génial pour quelqu'un qui est très, très, très liquide. Sur l'autre aspect, sur la partie service public, ce n'est pas compensation. Il y a une rémunération légitime, de services légitimes, extrêmement utiles pour notre pays, qui sont parfaitement surveillés, suivis, supervisés par tout le monde. Donc nous, on est des fournisseurs de choses utiles et utilement payés pour nous. Voilà. Merci, bonjour, Patrice Tourlière, Lafarge-Holcim. J'ai trois questions assez différentes. La première, c'est une question sur votre pénétration commerciale. L'image que j'ai, ou qu'on peut avoir pour les plus âgés d'entre nous, de la Banque Postale, c'était le CCP d'il y a 40 ans. Et donc, je m'interroge sur le renouvellement de votre clientèle et la pénétration et la faculté que vous avez d'attirer des jeunes, si j'ose dire, comme nouveaux clients. Une deuxième question de nature très différente sur la rentabilité. Vous avez évoqué la crise bancaire, vous avez évoqué les excès des banques à une certaine période, l'excès de réglementation, et je crois qu'on est nombreux à partager votre diagnostic sur ce sujet. On a vu que les banques avaient heureusement baissé considérablement, pour la plupart d'entre elles aujourd'hui, leurs ambitions de retour sur capitaux. Y a-t-il, pour la Banque Postale, vos actionnaires vous fixent-ils, ou vous fixez-vous des objectifs en matière de rentabilité du capital? Puis la troisième dimension, elle est plus sur la banque entreprise et sur les partenariats que vous avez évoqués dans d'autres domaines. Vous êtes très domestique par construction. Et je m'interrogeais pour savoir, vous avez rapidement évoqué les modèles de banque postale dans d'autres pays dans le monde. Est-ce qu'il y a pour vous, dans vos stratégies présentes ou à venir, à un horizon qui serait visible, l'idée que des associations entre des établissements de cette nature puissent être possibles? Je pense ici éventuellement à l'accompagnement de clients entreprises à l'étranger, si vous voulez, qui est une dimension de la prestation bancaire dont on a besoin. Merci. Merci pour ces questions. Donc, sur la première des questions, évidemment, nous avons un nombre important de jeunes qui sont clients de notre banque, mais il est vrai que les jeunes vont moins facilement dans les bureaux de poste et dans toutes les autres agences bancaires d'ailleurs, que leurs aînés qui ont plus leurs habitudes. Et encore, là aussi, les baisses de fréquentation touchent finalement tous les âges.
Et c'est pourquoi toute la dynamique autour d'une banque digitale avec un compte simple, particulièrement, on va dire, transparent, accessible par tous les canaux, etc., qui offre de façon robuste les quelques éléments à tous, y compris donc beaucoup aux jeunes, etc., qui va sortir en 2017, va être un appui considérable pour notre développement, de renouvellement de clientèle, notamment des jeunes sur le particulier. S'agissant de la problématique de la rentabilité, nous sommes une banque et citoyenne, oui, mais citoyenne et rentable aussi. Parce qu'on ne peut pas faire tous les projets dont je vous parle, tous les projets de transformation. On ne peut pas mettre sur 5 ans presque 1 milliard d'euros d'investissement globalement dans tout ce qui est informatique, évolution des postes de travail intelligents, etc., pour l'ensemble de nos équipes, si on n'a pas des résultats pour pouvoir l'assumer par des fonds propres accrus et donc une capacité d'investir dans son développement. Donc nous devons aller chercher tout le développement sur le marché du patrimonial, le développement accéléré sur les crédits à la consommation qui sont plus courts et plus rentables que les crédits immobiliers qui finiront par poser problème parce que mettre dans le fonds bilan des durées aussi longues avec des taux aussi bas, ça finit par être un sujet d'options cachées presque, hein, de moins en moins cachées d'ailleurs, qui finira par être un sujet dans le moyen terme. Mais nous, on a évidemment des ambitions de rentabilité, à la fois croissantes. On a un objectif de ROE que nous sommes fixés pour essayer d'être le plus proche possible de 10%. On est quelque part aux alentours de 9%. Ma foi, c'est pas non plus, avec les taux d'aujourd'hui, c'est très estimable, quoi. Donc, on essaye de se bagarrer pour rester dans ces ordres de grandeur. Sur la partie internationale, on ne saura pas tout faire. Ça, c'est les limites, parfois, qu'il faut savoir se dire. Et autant, je pense que nous pouvons être un excellent partenaire des grandes entreprises dans une bonne partie de nos dimensions, il y a des choses où nous serons durablement pas bons. Voilà. Et on ne va pas construire trop vite des partenariats internationaux avec tout un réseau de banques postales qui n'existent pas complètement, qui eux-mêmes ne sont pas autre chose que complètement domestiques. Donc additionner des bouts de domestiques, ça ne crée pas un réseau international. Donc il faut avoir l'humilité de le dire. Et nous aurons des réponses pour un certain nombre de sujets. Nous aurons des réponses sur les flux, parce que nous sommes en train vraiment de construire avec nos partenaires, vous verrez ça dans quelques mois, un référentiel flux sur on va dire, de moyens de paiement au plan domestique et international dans les 3-4 ans qui viennent. Donc on aura ces réponses-là, mais au-delà, on n'ira pas beaucoup plus loin. Vous voyez, on ne peut pas faire du trade finance quand on n'en fait pas aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 10 ans on en fera, mais ce n'est pas dans notre plan de charge et dans notre plan de marge d'aujourd'hui, voilà, pour être honnête. Bonjour, Daniel Bernet, Saint-Gobain. Vous nous avez montré pas mal de projets ambitieux, diversifiés. Si vous aviez à identifier la mission principale dont vous pensez quelle est la vôtre et sur laquelle vous pensez que vous devriez être, vous ou vos successeurs, jugés, quelle serait pour vous la première mission de cette transformation de la Banque Postale? Est-ce que c'est en priorité de recycler l'ensemble des facteurs? Est-ce que c'est de contribuer au maintien d'une présence sur le territoire? Est-ce que c'est de construire une banque commerciale aussi compétitive que les autres? Et donc, quelle est la mission principale et à quelle échéance vous voudriez être jugé sur cette mission? Excellente question. Quand je suis arrivé, la première mission que je me suis donnée, c'est de construire une informatique. Alors c'est peut-être moins le temps d'être présent dans pas mal d'autres lieux, mais je suis présent à tous les comités informatiques de ma banque. Parce que c'est le nerf de la guerre, et là il faut descendre dans les soutes. Mais au fur et à mesure, depuis un peu plus de 2 ans, donc ça c'est le premier truc, le patron informatique, il est rentré au COMEX de la banque, et il a eu une place prépondérante, puisque sans informatique, notre métier n'existe pas. Et une
l'informatique. Sans informatique, vous ne faites pas de digital. Hein. Faites pas de digital. Sans informatique, vous ne faites pas des processus de bout en bout, vous racontez des histoires. Sans informatique, quand vous êtes dans le monde du digital, quand vous aurez tous les mêmes banques digitales avec les mêmes écrans, les mêmes usages, les mêmes capacités de fonctionner, c'est le back et le middle avec l'informatique qui convient, qui fera la différence. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Mais à titre plus personnel, la transformation humaine que je mène, c'est quelque chose de... Ça vous prend, quoi. J'avoue que ça vous prend. Et c'est difficile, mais c'est au fond, c'est très, 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 très fort pour soi-même, quoi. Donc je pense que si je pouvais, dans cette idée-là, laisser un groupe humain qui aura progressé, qui sera mis à un niveau de compétence et de maintien et de partage de valeurs qui sont les nôtres, qui soit face à la concurrence en ligne de marche, qu'on puisse nous en débaucher. Vous voyez, j'ai été extrêmement heureux qu'on m'ait débauché mes premiers responsables de clientèle professionnelle. Ça veut dire que la formation a été géniale, qu'ils sont reconnus sur le marché. Mais c'est cette partie-là de transformation humaine qui est sûrement le point sur lequel je souhaiterais, en dehors du résultat qui chez moi est toujours une seconde nature, souhaiterais être jugé. Oui. Il n'y a plus de questions? Oui, bonjour Monsieur le Président, Christophe Aubéry. À une autre époque, vous l'avez précisé, vous êtes battu contre l'arrivée d'un nouvel acteur. C'était la Banque Postale. Aujourd'hui, un nouvel acteur annonce sa prochaine arrivée, sa volonté de rentrer dans le métier de la banque, c'est Orange. Comment voyez-vous cette arrivée? Est-ce que vous pensez que cela va changer le comportement notamment des consommateurs? Orange est un grand acteur. Orange a une clientèle bien construite, extrêmement nombreuse. Ils vont apprendre à devenir banquiers. Voilà. Donc, c'est un concurrent de plus. Moi, je ne le vois pas autrement que comme un concurrent de plus. En plus, sur la partie, objectivement, de la banque digitale, sur laquelle, en dehors de ceux qui pratiquent massivement du courtage en ligne, peu, voire aucun, n'a gagné d'argent. Donc c'est un travail de moyen long terme, il faut apprendre un nouveau métier et trouver un je ne parle pas d'Orange en particulier, je parle de nous tous, et trouver un modèle économique qui fonctionne. Donc c'est des défis passionnants que nous avons aussi à relever et qu'Orange va devoir relever dans sa dimension d'aujourd'hui et de banquier de demain. Donc bonne chance à Orange. Voilà. Il n'y a plus de questions? Bon, écoute Rémi, merci beaucoup de ton intervention. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. J'avais parlé de durée, finalement, on va finir en avance. C'est souvent, puisqu'en général on finit à l'heure, mais en tout cas, merci d'avoir bien voulu accepter notre proposition de petit déjeuner et d'avoir répondu, je pense, avec sincérité. Ça faisait partie du deal. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Je pense que le projet